Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de stacking, de combinaison de modèles, hein, si je résume ça très simplement. Alors, faisons un petit rappel, 2 secondes, hein, voilà, il y a différentes manières de combiner les modèles. Soit on crée des différentes variantes des données, voilà, et on lance le même algorithme dessus. Voilà, c'est à peu près l'idée hein, qu'on a dans les bagging random forest ou bien dans le boosting. Hein, voilà, tout simplement, tout dépend de comment on va créer des variantes de données, voilà, comment aussi on rajoute des perturbations aléatoires pour que on résiste au surapprentissage. Donc ça, c'est une famille d'approches. Et il y a une deuxième famille d'approches, c'est que sur les mêmes données, voilà, j'apprends différents types d'algorithmes. Enfin, je lance différents types d'algorithmes. J'apprends différents types de modèles. En veillant à ce que les modèles soient de nature différente. Hein. Si les modèles ont les mêmes comportements et classent les individus de la même manière, combiner des modèles ne sert à rien. Hein. Donc il y a deux aspects très importants, souvent dans la combinaison des modèles. Il faut que chaque modèle pris individuellement soit de bonne qualité, et il faut également que il classe de manière différente pour que la combinaison amène quelque chose. Hein. S'il y a unanimité, ça sert à rien de combiner des modèles. Voilà. Alors, très bien. Donc, parmi cette deuxième famille-là, il y a justement le stacking. Pourquoi le stacking? Parce que une fois que j'ai créé sur les mêmes données différentes familles de modèles, je vais les combiner. Alors, il y a une approche très simple, c'est que je fais un vote non pondéré. Voilà. Mais certains modèles sont de meilleure qualité que d'autres. Donc, ce serait bien, en fait, de choisir de manière plus sioux, plus judicieuse la pondération. Et c'est justement l'idée du stacking. Alors, pour mettre en œuvre le stacking, je vais m'appuyer sur une librairie qui est MailExtend, qui est là. Voilà. Et notamment, on va s'intéresser aux outils qui sont là, hein, Stacking Classifier. Je vais y revenir dessus tout à l'heure parce que c'est pas celui-là que je vais utiliser. Celui que je vais utiliser, c'est Stacking CV Classifier. Mais bon, c'est la même idée, hein. Stacking Classifier. Voilà. Simple stacking qui est là, qui est le plus simple en réalité. Et ensuite, il y a le stacking CV classifier, voilà, qui est un peu plus sophistiqué, voilà, et qui sera plus performant. Mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alors pourquoi j'en suis là? Parce que ça n'a rien à voir du tout pour le coup là, mais je suis en train de travailler sur mon cours de système de recommandation. Et notamment, j'avais regardé les différents TD que j'avais fait, et je me suis rendu compte qu'il manquait quelques vidéos. Donc l'idée des étudiants, hein, c'est ça l'idée. Et parmi ces vidéos-là, il manquait un sur les règles d'association. Alors je vais en faire un, je vais en faire d'autres en fait. Hein. Voilà, je vais en faire d'autres. Donc j'en ai fait un en utilisant MLXTang et je vais en faire un autre pour utiliser, enfin, où je vais utiliser PySpark. Voilà. Et en revenant sur MLXTang que je connais depuis quelques années déjà, hein, j'ai fait des tutos dessus dans 2019. Hein, donc je connais un peu. Voilà. Je me suis rendu compte en regardant la documentation qu'il y avait des choses très intéressantes, voilà, que j'avais explorées. Mais comme on est sur une version plus récente maintenant, hein, on est sur la 0.23.4 là. Hein, on voit bien ici, hein. Je me suis dit, il faut que je regarde ça en détail pour voir si c'est des évolutions, c'est des fonctionnalités, c'est des choses intéressantes que je peux aborder dans des vidéos. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai passé en revue ce qu'il y avait dans Classifier d'une part. On voit bien les différents outils, hein. Donc ça, on va les votes non pondérés, enfin les votes de classifieurs, on va regarder ça, et on va regarder également le stacking, deux variantes qui sont là, mais c'est celle-ci qu'on va utiliser parce que c'est la plus intéressante. Alors en regardant en détail, j'avais vu également que dans Evaluate, il y a des choses intéressantes, et notamment, il y a une alternative à la cross-validation, c'est le 0.632 Bootstrap, et sa variante 0.632 plus Bootstrap. Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial parce que dans un de mes cours là, dans une de mes séances, je parle de technique de rééchantillonnage pour la mesure des performances des modèles. Et ensuite, on fait un TD de 2 heures dessus. Voilà. Et dans ma présentation, je parle enfin de l'accuracy mesurée en re-substitution, en disant ça va pas, et je montre pourquoi ça va pas, hein. Parce qu'en réalité, le gap, hein, le biais d'optimisme dépend à la fois des données qu'on manipule, des caractéristiques des données, et des caractéristiques des données enfin, de l'algorithme d'apprentissage. Du coup, c'est juste infaisable parce que même le classement qui est fourni n'est pas bon en fait. Voilà. Et après, j'aborde les techniques usuelles, hein, le schéma Holdout, voilà, échantillon, apprentissage test, voilà, ensuite le schéma validation croisée et leave out, et j'introduis l'approche 632 Bootstrap parce qu'elle est excellente. Elle est très rarement programmée. Elle est vraiment rarement programmée dans les outils. Je l'ai programmée dans Tanagra.
Voilà, mais sinon, on la voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup. Et pourtant, c'est une approche qui est très intéressante, d'autant plus que elle permet d'introduire un autre concept que je trouve intéressant, c'est l'erreur euh, out of bag qu'on voit notamment dans le bagging, qui est très intéressant, qui est rarement enseigné aux étudiants. Donc voilà. Donc ça, je vais en parler. Du coup, donc le centre du sujet, c'est stacking. En fait, je vais l'aborder qu'à la fin, en vrai, hein. C'est comme ça, mais bon, comme ça, vous avez une vue globale. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des outils intéressants pour la comparaison des modèles. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant également, hein. Quand on fait de la cross-validation, en réalité, on peut comparer les erreurs mesurées globalement, hein, voilà. Mais en fait, comme on a les mêmes strates, hein, quand on fait les folds là, en réalité, on peut faire des comparaisons en fait intrastat, puisque c'est les mêmes individus qu'on a. Donc ça également, ça peut être un élément intéressant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir, voilà, dans cette vidéo-ci. Donc, le centre de l'affaire, encore une fois, c'est le stacking. Mais pour arriver au stacking, en réalité, on va explorer un peu ce qu'il y a d'intéressant ici. C'est une librairie. Alors, c'est vrai qu'on est un peu dominé par scikit-learn. Scikit-learn écrase tout. Mais il n'y a pas tout dans scikit-learn, voilà. Et il y a des fonctionnalités intéressantes qui sait travailler, hein. Ce package-là, c'est travailler en combinaison avec scikit-learn, voilà. Mais il rajoute des fonctionnalités supplémentaires qui me paraissent intéressantes. Comme me paraît également intéressant Picaré, par exemple. J'avais fait une série de vidéos là-dessus. Voilà. Donc on va explorer ça, hein, un peu dans cette vidéo-ci. Sachant que l'objectif final, bien sûr, c'est d'aller au stacking. C'est ça l'idée, hein. Bien. Alors, une fois que c'est dit ça, je vais parler un peu des données que j'utilise. Les données, c'est les données spam. Très connues, hein. Vous trouverez sur Kaggle, tout ça. Voilà. En fait, chaque ligne, c'est un message, voilà, c'est soit un spam, soit pas un spam, voilà, et on a différentes features, des descripteurs, en fait, qui sont la fréquence des mots ou des fréquences des caractères. On voit ici, fréquence relative, hein. Très bien. Alors, il y a trois dernières variables que j'ai enlevées, parce que c'est pas des fréquences, justement. Voilà, ça allait embrouiller l'affaire, là, dans les calculs de distance, notamment avec les plus proches voisins, donc je voulais pas m'embrouiller avec, les mécanismes de future construction, donc c'est pour s'y enlever, ça évacue le problème. Mais vous, là, enfin, là, je parle à mes étudiants et tout, mettez les différents éléments dans un pipeline. Utilisez tout le temps des pipelines, hein, les différentes étapes, vous les mettez bien dans un pipeline. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Donc là, j'ai repris la description de données que je mettrai en ligne, bien sûr, hein, et j'ai indiqué les parties que j'ai supprimées de la base initiale. Voilà. Sachant que la variable cible, elle est là, hein, c'est la dernière ici. C'est pas bien. Ok, on va pouvoir y aller. Alors, comme d'habitude, hein, voilà, j'ai créé un environnement. Alors, c'est important parce que en réalité, il y a un bug. Il y a un bug ici, là. Je vais en parler tout à l'heure, mais c'est important qu'on le sache. Et du coup, j'ai dû faire une petite correction. Alors, j'en parle tout à l'heure, mais c'est important de bien voir. En tout cas, bon, je mettrai le fichier IAML en ligne comme d'habitude. Et je vais redémarrer mon kernel pour être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Et voilà, la version que j'utilise, c'est la version 0.23.4. C'est la version actuelle, hein. On le voit bien ici, hein. 0.23.4. Alors ensuite, j'importe les données, donc ça, il y a pas de, c'est très classique, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je mets d'un côté voilà, donc vous avez les descripteurs qui sont là, les variables explicatives potentielles, hein, de la 0 à 51, numéro 0. Et la dernière, c'est la variable spam qui est binaire. Vous avez vu, hein, soit yes, soit no. Donc, je prépare les structures, je mets X d'un côté, je mets Y de l'autre. Et ensuite, je vais faire la partition apprentissage test, comme on le fait habituellement, hein, voilà. Alors, là également, ce que je veux, c'est montrer les fonctionnalités. Donc, il y a 4601 observations, et pour le train, j'ai mis 601. Et du coup, il y en a 4000 en test. Je vois déjà les étudiants, mais pourquoi vous n'avez pas fait deux tiers, un tiers? Pourquoi vous n'avez pas fait 70%, 30%? Je vois très bien d'ici. Mais déjà, deux tiers, un tiers, c'est pas une religion. On est bien d'accord là-dessus, hein. Il en faut suffisamment sur le train, il en faut suffisamment sur le test, sachant qu'en réalité, il y a un arbitrage à trouver entre la partie biais de l'estimation de l'erreur et la partie variance de l'estimation de l'erreur. On est d'accord là-dessus, hein. Très bien. Bon, je vais pas revenir sur le cours là, mais bon, là, je suis dans un schéma où j'explore les possibilités d'un outil. Voilà. Donc, je me suis placé dans des conditions assez difficiles où il y a peu d'individus pour l'apprentissage et pour voir si on arrive quand même à tirer parti suffisamment des données des peu d'individus qu'on a pour le train, voilà, on utilise un test plus grand.
tout simplement. Donc, on est bien dans un schéma d'expérimentation de l'outil, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis 601 traîne. Ouh là là, je connais suffisamment les étudiants pour bien mettre en avant enfin, faire attention, quoi. Voilà. Donc, je fais train test split, 601 à l'apprentissage, le reste pour le test. J'ai mis un random strat égal à 1 et j'ai fait un tirage stratifié. Et voilà, j'ai bien expliqué pourquoi j'ai fait ce choix-là ici. On est dans une phase où on expérimente un outil. On n'est pas dans l'idée de créer un modèle performant. Bien. Alors, 601 pour l'apprentissage et 4000 pour le test. Alors, dans un schéma ultra classique, qu'est-ce qui se passe? On crée le modèle sur l'apprentissage. Ça, c'est devenu, voilà. Donc, c'est ce que je fais ici. Bon, il n'y a pas d'affichage particulier. Très bien. Donc, on a ici la distribution des classes. C'est la distribution relative marginale des classes. Voilà. 60% pour le no, 39%, 40 presque, voilà, 39% pour le yes. Et une fois que j'ai créé le modèle, en réalité, voilà, je fais la prédiction en test. Donc, il y a 1225 qui sont prédictions no et mes 2275 qui sont prédictions yes. Et je calcule l'accuracy. Voilà. Très bien. Donc, l'accuracy, là, calculée sur l'échantillon test de 4000 individus est de 76%. Premier élément important. Bon, ça, je le fais dans mon cours, dans un autre cours, en fait. Mais j'en profite pour en parler ici. Premier élément important, l'erreur qui est là, c'est pas une vérité vraie, ça a été calculé sur un échantillon. De 4000 individus, certes, mais sur un échantillon. Donc, forcément, il y a une variabilité là-dessus. Forcément, il y a une variabilité là-dessus. Donc, la valeur qui est là, c'est pas la vraie vérité. Si on applique le modèle sur la population entière, avec je sais pas combien d'individus, là, oui, ça, c'est une vraie valeur. Mais non, sinon, ça reste une estimation sur un échantillon. Donc ça, on le fait jamais, mais on devrait le faire. C'est calculer les fourchettes, calculer un intervalle de confiance pour dire, il y a tant de pourcents de chances que cet intervalle-là contienne la vraie valeur de l'accuracy. On est d'accord là-dessus. C'est ce que je fais ici. Alors là, bon, j'utilise pas MLXtend, mais bon, déjà un premier élément. J'utilise ici SciPy, voilà, et j'utilise binôme test. Ici, pour mes paramètres, c'est le nombre d'erreurs, voilà, que j'ai mis en entier, et ici, c'est la taille de l'échantillon. Voilà. Et du coup, il m'affiche bien la proportion et l'intervalle de confiance au niveau de confiance, 90%. Voilà. C'est ça la vraie vraie, parce qu'il y a une certaine variabilité. On travaille sur un échantillon et donc, en réalité, on devrait calculer des fourchettes. C'est ce que je fais ici. Donc, il y a 90% de chances que cet intervalle-là contienne la vraie valeur de l'accuracy. Du coup, quand je vais créer notre modèle, c'est des fourchettes que je compare. Est-ce que les fourchettes sont décalées ou pas? On pourrait même faire un test statistique en réalité. Mais plus simplement, dans un premier temps, on regarde si les fourchettes se décalent ou pas. Déjà pour savoir s'il y a un vrai gap entre deux modèles. Parce que je connais suffisamment aussi la pratique de mes congénères où on s'énerve sur un 3 pour 1000. Oh, 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 calmons-nous là. Non, non, non. Non, non, non. Il y a une forme de variabilité, c'est dû aux fluctuations d'échantillonnage. Et donc, on doit raisonner en termes de probabilité des résultats. On est d'accord là-dessus. Bien. Voilà. Donc, il y a 90% de chances que cet intervalle-là, qui commence 74,8 à 77,1, que cet intervalle-là contienne la vraie valeur de l'accuracy. OK. Alors bon, j'explore les outils, voilà. Ici, j'ai vu que dans Evaluate, il y a plein d'outils, comme la matrice de confusion. Il y a même un plot de la matrice de confusion. C'est quelque part par là. Je sais plus où il est là, mais il y a un plot de la matrice de confusion. Bon, c'est quelque part par là. Bah, je me suis amusé à le faire. Donc, j'ai calculé la matrice de confusion et on peut faire un affichage graphique. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, je récupère ici, voilà, et plot.show. Bon, très bien. On peut faire joli, si vous voulez. Voilà. Bon. Ces outils-là sont présents dans Scikit-Learn, donc il n'y a rien de nouveau ici. On est d'accord, Il n'y a rien de nouveau ici. On est d'accord. Très bien. Une fois qu'on a ça, alors bon, excellent, ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en revanche? Le premier élément intéressant, c'est le fait que, admettons que j'ai pas d'échantillon test. Il faudrait que j'utilise et que j'ai un petit échantillon, 600 individus. Si j'ai 601 individus, je ne vais pas le scinder en apprentissage test. Je me tire deux fois une balle dans les pieds. Voilà, on n'a plus d'orteil après ça. Une première fois, c'est que j'en réserve qu'une partie pour le train, donc je mets une partie de l'information pour créer le modèle.
Et une deuxième fois parce que l'échantillon test est minuscule. Du coup, quand je vais calculer les fourchettes, là, j'ai des fourchettes super larges. Ça vaut rien, hein. C'est comme si je dis, bon, il y a tant de pourcents de chances que l'accuracy varie entre 0 et 1. Hein. Je ne peux pas me tromper avec ça. Mais on se demande bien à quoi ça sert. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une technique qui permet de créer le modèle sur la totalité des données disponibles et d'évaluer le modèle et d'évaluer les performances de ce modèle construit sur la totalité des données disponibles. C'est ce que fait la validation croisée. Donc là également, hein, tout le monde est sur la validation croisée. Et dans mon cours, là, sur les méthodes de rééchantillonnage, j'ai dit, attention, il y a d'autres techniques. Notamment, il y a le bootstrap, avec des variantes 632 bootstrap ou 632 plus bootstrap. Voilà. Donc, c'est ce que nous propose ici MLextend. Dans Evaluate, ici, on a les bah, excellent, ça, excellent. Alors, le principe expliqué sur la documentation, elle est bien, hein, j'apprécie beaucoup. Hein. De toute manière, les outils qui tiennent la route, c'est les outils qui proposent des fonctionnalités, ce qui c'est pas mal déjà, mais aussi une documentation. Voilà. Ça nous permet, nous, de savoir ce qu'on est en train de manipuler, avec des références bibliographiques. Hein. C'est ce qui, voilà. Donc là, vous avez toutes les formules, là, très bien, et vous avez les références bibliographiques. Excellent, excellent. Donc, le 632 Bootstrap est une alternative à la validation croisée, si je résume l'idée, hein, qui est pas mal du tout. Donc là, j'importe la fonction, je l'applique ici avec mon classifieur, hein, l'objet, et je lui file les données à traiter. Donc c'est la totalité des données train. Voilà. Si on a un petit échantillon, c'est la totalité des données disponibles. On crée le modèle sur la totalité des données et on utilise le 632 Bootstrap pour évaluer ses performances. Voilà. Donc pour chaque itération, j'ai une évaluation de l'erreur qui est là, hein, donc c'est expliqué le principe ici, hein. Vous avez tout le principe qui est expliqué là, avec les formules utilisées. Voilà, très bien. Donc lisez en détail, vous avez l'adresse là. Hein, vous avez l'adresse là, très bien. Et du coup, là, je calcule la moyenne. Ah, et 77, 67. Alors regardons hein, ce qu'on avait obtenu sur l'échantillon test. Rappelez-vous, sur l'échantillon test, hein, on avait cet intervalle-là. Voilà. 74, 88, 77, 13. Hein. OK. Là, mais là, on avait utilisé un échantillon à part de 4000 individus. Là, j'ai créé le modèle sur la totalité du train et j'évalue via une procédure 632 bootstrap sur les trains également. Et on a cette valeur-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi un intervalle de confiance, mais empirique, puisque j'ai répété plein de fois. En fait, il le répète 200 fois. Si vous lisez la documentation, là, c'est écrit ici dans l'API. Vous avez ici la documentation et vous avez nsplit 200. Vous avez vu, nsplit 200. Donc, il lance la procédure 200 fois. De manière extrêmement rapide, hein, vous avez vu ici. Et voilà. Et vous remarquerez que les deux intervalles se chevauchent énormément. Hein. 74, 0,67 ici à 0,80 et au-dessus l'autre là, 74, 0,77, qui est plus étroite d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais bon, donc en réalité, ben, donc l'estimation de l'accuracy via la procédure Bootstrap, elle tient la route. Elle tient la route à peu près, hein, parce qu'on n'est pas si loin que ça. Les deux intervalles de confiance hein, se chevauchent énormément. Là, j'ai calculé, c'est des intervalles de confiance qui sont empiriques ici. Hein, parce qu'on a répété plusieurs fois l'opération, 200 fois, et du coup, on a 200 valeurs possibles. Alors, on peut la combiner avec une moyenne, mais on peut aussi calculer la distribution de fréquence en réalité. Et là, on peut calculer aussi l'intervalle de confiance empirique en calculant le quantile d'ordre 5% et le quantile d'ordre 95% pour avoir le niveau de confiance 90%. Alors, il y a une autre procédure qui est plus performante, c'est 632 plus Bootstrap, qui tient compte de la caractéristique des algorithmes qui sont passés derrière. Hein. Voilà. Mais bon, vous pouvez tester vous-même. Vous pouvez tester vous-même. Je l'ai pas fait ici parce que le calcul est nettement plus long. Le calcul est nettement plus long. Dans le cas d'une vidéo, ça justifiait pas. Ou bien, à ce moment-là, je lançais, j'arrêtais la vidéo, je reprenais. C'était une autre possibilité. Mais bon, je voulais pas me lancer là-dedans, mais voilà. Vous avez la documentation qui est là, qui explique comment c'est. Voilà. Et ça vous donnera aussi une autre estimation de l'erreur, de l'accuracy. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'accuracy n'est pas une vérité vraie. Elle est estimée sur un échantillon. Et on a différentes procédures d'estimation.
Hein. C'est autant de scénarios de résultats. Alors généralement, les étudiants me disent, mais c'est quoi la bonne valeur? Alors, bah, la bonne valeur, on n'en connaît jamais en fait, hein. Sauf si on a la population entière. Ou bien, si on travaille sur des données synthétiques et que on peut générer un échantillon test quasi infini. C'est ce que je fais dans mes TD. Dans certains de mes TD, là, où justement j'explore ces outils-là, bah, je génère, j'utilise des données empiriques et je génère vraiment des données en échantillon test, un échantillon de taille énorme. Voilà. Et on a une approximation de la vraie erreur cette fois-ci. Mais dans des études réelles, ça n'existe pas, ça. Personne, on ne dispose pas d'un échantillon test infini, ça n'existe pas. Donc, on est obligé d'avoir des scénarios de solutions. Voilà. Et c'est à nous de trouver la vérité là-dedans. Mais bon, ce que je dis tout le temps, c'est que si on a plusieurs approches et que les résultats sont plutôt convergents, c'est rassurant. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est rassurant. En revanche, si pour le même problème, on a différentes approches et qu'on a des résultats totalement divergents, on arrête. Et on arrête et on regarde qu'est-ce qui se passe. Parce que généralement, on a fait une bourde quelque part. Et c'est ça qu'il faut vérifier. Alors, autre étape maintenant, c'est la comparaison de modèles. Parce que j'avais vu que dans Evaluate, là, il y a des outils pour la comparaison de modèles. Hein. Il y a, voilà, Perret tests et ainsi de suite. Voilà. Je me suis dit, bon, on va essayer de voir ça également. Comment ça fonctionne, ça, hein. Voilà. Alors, j'utilise un autre algo, c'est le Nearest Nebo. Voilà. Par défaut, c'est un 5 plus proche voisin. Voilà. Ok. Bon, le fit est très rapide parce qu'il n'y a pas de fit, en fait, hein. Bon, il doit calculer, je ne sais pas ce qu'il calcule. Voilà. Et je fais la prédiction en test. Voilà. Et j'ai 86,3. Alors, de nouveau, j'ai calculé l'intervalle de confiance. Alors, 86,3, hein, accuracy, on est en dehors de l'intervalle de confiance qui est là. Mais d'accord, hein? Ah bah là, pas besoin d'être prix Nobel pour voir que le plus proche voisin, là, fait nettement mieux. Hein. Sur les mêmes échantillons tests, j'ai calculé un accuracy et je me rends compte que la valeur ponctuelle du deuxième classifieur est largement dehors de l'intervalle de confiance de l'accuracy du premier classifieur. Alors bah du coup, j'ai calculé aussi l'intervalle de confiance en bas ici. Voilà. Et je vois qu'il y a un vrai décalage. Voilà. C'est-à-dire que les deux intervalles de confiance sont totalement décalés. Donc, je peux dire, sans trop me prendre de risques, que, en réalité, le deuxième modèle, le plus proche voisin, est nettement meilleur que le naive Bayes sur ces données-là. On est bien d'accord là-dessus, hein, sur ces données-là. Hein. J'ai estimé l'accuracy sur l'échantillon test. Encore une fois, si je dispose pas de l'échantillon test, comment je peux comparer les performances des modèles? Alors, on est obligé déjà de passer par des techniques de rééchantillonnage. Voilà. Mais en réalité, si on fait par exemple de la validation croisée, on a les mêmes folds en réalité. Donc, on peut faire hein, une sorte de comparaison sur échantillon à parier. C'est ça l'idée, hein. C'est que une approche possible, c'est quoi? C'est que vous faites une validation croisée et vous avez une accuracy. Et on peut estimer la variance, hein, puisqu'on a plusieurs valeurs en fait qu'on a combinées. Ensuite, je prends un deuxième modèle, je fais une validation croisée et je calcule l'accuracy et sa variance. Et je fais une test de comparaison de proportion pour échantillons indépendants. C'est une possibilité. Mais en réalité, les échantillons sont pas indépendants. Hein, ils sont pas indépendants. Hein. C'est que si j'utilise les mêmes folds là, voilà, on peut faire un test pour échantillons parier. Et on a un test qui est plus puissant. C'est-à-dire que s'il y a une différence, il la détecte mieux. Si on considère que les échantillons sont indépendants alors qu'ils ne le sont pas, on est sur une solution qui est plus peut-être conservatrice. C'est-à-dire que on est plus enclin à dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de différence. Hein, et on a une perte d'information. On n'exploite pas toute l'information disponible. Donc, c'est ce que met en avant cet outil-là. Perret et test. Hein. On travaille, comme on a les mêmes folds, voilà, on peut utiliser l'appariement dans les calculs statistiques de comparaison. C'est ça l'idée. Alors, la documentation, elle est là, elle est géniale, mon Dieu. Putain, les mecs, ils bossent quand même, hein. Voilà, elle est là. Voilà, très bien. Alors, bon, il explique, voilà, très bien, c'est l'approche de Dieterich. Il doit le dire quelque part par là, là, voilà. Ah, c'est écrit quelque part. Non, non, je l'ai lu tout à l'heure. Ah oui, c'est dans la... Bon, c'est écrit quelque part, je me rappelle plus où est-ce que je l'ai vu, mais je l'ai écrit, j'ai vu quelque part. Très bien. Ok, bah, c'est mis en avant tout simplement ici, c'est une approche de Dieterich, mais je vois pas ici. Hein. Peut-être que c'est ailleurs, là. Tac. Alors, arrête tes tests. Bon, bon, je sais pas. Je sais que c'est une approche de Dieterich. Ah ben voilà, on le voit mieux ici. Ah ben très très bien. Voilà, ah, Dieterich. Voilà.
qui explique le principe. Donc là également, je vous enjoins à lire la documentation. Regardez les documentations et vous avez les références bibliographiques à la fin. Je n'étais pas sur la bonne page en fait, je pense. Bon, là, on voit mieux. Ok, ben, allons-y alors. Allons-y. Voilà. Donc là, je ne dispose pas de l'échantillon test. J'utilise une technique de rééchantillonnage. Hein. Donc j'ai créé un modèle sur la totalité de données disponibles, un premier modèle, un deuxième modèle, et pour comparer les performances, je me base sur des techniques de rééchantillonnage. Mais comme je me suis arrangé pour avoir les mêmes folds, je peux faire un test pour échantillon à Paris. Voilà. Si je résume, l'idée, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce que je mets ici. Voilà. Et vous avez le lien qui est là, hein. Et il me dit, effectivement, alors si on fait un test à 10%, hein, puisque vous avez vu à tous les intervalles de confiance, j'ai calculé au niveau de confiance, donc 90%. Du coup, pour un test de comparaison, je prends aussi 10%, pour être cohérent. Voilà. Bah là, on voit que l'écart est significatif, hein, que le, l'accuracy du premier modèle, voilà, on utilise bien l'accuracy ici, hein, l'accuracy du premier modèle est significativement meilleure que l'accuracy du deuxième modèle. Alors, il y a une deuxième approche qui est là, c'est le combiné F-test qui dit qu'ils font mieux que celui d'Eterich. Hein. Alors, allons-y ici, evaluate, voilà, combiné, voilà, il est là, très bien. Alors, qui est là, très bien, as a more robust alternative to Dieterich. Voilà. Moi, je veux bien, hein. Bah, lisez la doc pour voir pourquoi il dit ça. Voilà. Mais c'est ce qu'il dit en tous les cas. Très bien, bah moi je vais tester tout simplement, hein. Donc je suis allé sur la doc ici, j'ai regardé en détail les exemples, voilà, et j'ai essayé de réitérer l'affaire. Donc c'est ce que je fais ici, voilà. Et là, c'est très significatif pour le coup. Bon, ça reste à peu près pareil, hein. On est bien d'accord là-dessus, mais bon, le F statistique, là, il est, voilà, on voit bien qu'il y a un écart. Très bien. Donc, message aux étudiants, quand vous comparez des modèles, que vous utilisez les mêmes échantillons pour la comparaison des modèles, on peut calculer en utilisant des statistiques pour échantillons indépendants, mais comme on utilise soit le même échantillon test, soit les mêmes strates, les mêmes folds dans la validation croisée, on peut passer pour à part des tests pour échantillons appariés. Et s'il y a des différences, on les détecte mieux. C'est tout l'intérêt de l'affaire. C'est tout l'intérêt de l'affaire. Bien, ok. Donc, enfin, j'arrive sur mon fameux stacking. Alors, tout ça, c'était un élément introductif en réalité. Mais bon, fallait bien. C'est quand même intéressant. Ça me paraît intéressant de voir ça parce que il y a des pratiques des fois qui sont faites où on s'attache à des valeurs estimées et on prend ça comme vérité véritable. Non, n'oublions pas que les estimations d'accuracy sont des estimations justement. Et donc, quand on les compare et tout ça, on peut se baser déjà. Il y a des fluctuations d'échantillonnage, il faut en tenir compte. Donc, on a plus intérêt à calculer des fourchettes. Ça, c'est un premier point important. Et le deuxième point important, c'est que quand on compare, il y a différentes procédures statistiques qui existent. Allons maintenant au cœur de notre affaire. C'est le stacking de classifieurs. Donc, j'en parle dans mon cours qui est là. Voilà. Et l'idée, c'est on combine des modèles, voilà, de nature différente qui ont été appris sur les mêmes données. C'est ça l'idée. OK. Donc, les combinés, voilà, mais les modèles n'ont pas la même importance. Donc, il y a l'histoire de la combinaison, mais il y a aussi du pondération qu'on doit donner au modèle. Alors, l'approche la plus simple, c'est de donner le même poids. On est d'accord là-dessus. Mais pour aller plus loin, il y a l'outil stacking qui permet justement de rajouter une approche judicieuse supplémentaire pour mieux choisir les pondérations, hein, quand on va appliquer les modèles. Alors, stacking, il est là, mais avant de ça, déjà, il y a un premier point important. C'est que il faut que les modèles soient performants, mais il faut qu'ils soient différents. C'est-à-dire qu'ils classent de manière différente. Si les modèles sont unanimes, la combinaison ne sert à rien. On est d'accord là-dessus. Bah déjà, j'ai fait un premier test ici. C'est que j'ai calculé, voilà, j'ai pris les deux prédictions sur l'échantillon de test, hein, voilà, et j'ai fait un crosstab. Et j'ai regardé s'ils sont convergents ou pas. Des deux approches, naive Bayes et plus proche voisin. Et je vois qu'il y a des valeurs où ils sont convergentes, hein. Il y a des individus, où ils sont convergents. Là, sur la diagonale principale, là. Mais il y a des éléments, il y a des aspects où ils sont pas convergents. Les éléments qui sont sur l'antidiagonale, là. Vous avez vu, hein? Ça, c'est classé yes par naive Bayes et c'est classé no par plus proche voisin. Et là, c'est classé no par naive Bayes et c'est classé yes par plus proche voisin. Voilà. Donc, potentiellement, on peut tirer parti de la combinaison parce qu'ils ne classent pas de la même manière. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. On est bien d'accord là-dessus, hein. Si là,
on avait exactement, uniquement si on avait zéro sur toutes les autres cases autres que la diagonale principale, on arrête tout de suite. On a deux classifieurs unanimes. Combiner ne sert à rien du tout. Ne sert à rien du tout. On est d'accord là-dessus. Donc là, on voit bien qu'ils sont pas unanimes. Donc, potentiellement, on peut s'attendre à ce que la combinaison améliore. On va voir, quoi. Alors, il y a une première approche, c'est le vote simple. Voilà. C'est-à-dire que je prends les deux modèles, je l'applique sur le même individu à classer et je vais regarder celui qui a la probabilité la plus élevée, tout simplement. Et c'est celui qui décide. Hein. C'est le vote simple, parce qu'il n'y en a que deux ici. S'il y en a plusieurs, voilà, on fait un vote, voilà, selon le nombre de décisions. Mais là, comme il n'y en a que deux, on cherche le vainqueur simple, en donnant la même pondération. Voilà. Donc c'est ce que je fais ici. Voilà. Très bien. En réalité, il n'y a rien à apprendre, hein. Les modèles, ils sont passés en paramètres, tout simplement. En fait, il les réapprendre. Voilà. Et ensuite, je fais la prédiction sur le test et j'ai l'accuracy. Sur l'échantillon test, hein, donc j'ai appris sur Train, là, vous avez bien vu, hein, les deux modèles. Et pour la prédiction, j'utilise un vote simple. Tout simplement. Le vote simple, il est à cause de ça. Voilà. Très bien. Et je me rends compte que, voilà, j'ai une accuracy de 0,86-95. Rappelons-nous le meilleur modèle des deux. Le meilleur modèle, c'était le plus proche voisin. Son accuracy sur l'échantillon test était 0,86,3, voilà, avec cet intervalle de confiance-là. Clairement, le vote simple ici ne sert pas, hein, n'est pas décisif. On est d'accord là-dessus. Voilà. Absolument, absolument pas. On voit bien, hein, l'accuracy calculée là, il est en plein dans l'intervalle de confiance là. De toute manière, si on calcule l'intervalle de confiance, il n'est pas décalé du tout. Hein. Ça, c'était la valeur qu'on a obtenue avec le plus proche voisin, et là, c'est la valeur obtenue avec le vote simple. Alors, à la troisième décimale, il y a un petit écart. On est d'accord là-dessus, hein, de 6 pour 1000. Mais n'allez pas vous énerver pour 6 pour 1000, on est bien d'accord là-dessus. Hein, c'est ça. Oui, enfin bref, très bien, je m'abstiens de tout commentaire. Du coup, l'idée du stacking, c'est quoi? L'idée du stacking, c'est de se dire, voilà, on va apprendre les pondérations. On va apprendre les pondérations, voilà, pour que on ait un modèle ensembliste, combinaison des deux, qui soit plus efficace. Mais comment apprendre la pondération? Ah, là, ce qu'on va utiliser, on va utiliser une régression logistique qui est basée sur les probas d'affectation fournis par les modèles. C'est ça l'idée, hein. Pour apprendre la pondération, voilà, ça peut être la décision, mais généralement la décision en elle-même, enfin, elle masque différentes choses, hein. On peut classer positif, la classe positive, parce que la proba est 0,51, comme elle est 0,99, et c'est pas la même chose du tout. On est bien d'accord là-dessus. Donc, pour calculer les pondérations, on a plus intérêt d'utiliser les probas d'affectation. Alors, c'est ce qui est expliqué ici. Mais on voit tout de suite qu'il y a un problème. On voit tout de suite qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que je crée les deux modèles sur l'échantillon d'apprentissage. Ensuite, j'applique les données sur cet échantillon d'apprentissage et les probas d'affectation. Et ensuite, sur la base des probas d'affectation, je vais recréer un modèle pour calculer les pondérations. Par exemple, une régression logistique. Mais si je fais sur les mêmes données, qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est les modèles qui font du surapprentissage qui vont tirer les résultats à eux. Ceux qui fournissent des probas, soit proche de 1, soit proche de 1 ou 0 selon la classe sur laquelle on veut se positionner. Et du coup, c'est pas bon du tout. Donc, le stacking basique, en réalité, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas apprendre les pondérations sur les données qui ont servi à construire les modèles. Parce que si on fait ça, en réalité, c'est les modèles qui font surapprentissage qui vont tirer les résultats. Donc, on a intérêt, en fait, à utiliser une autre stratégie. Alors, une première stratégie possible, c'est de diviser les données en trois. C'est-à-dire que je fais le train pour les modèles de base, les modèles baseline, c'est en dessous, si vous voulez, les underlying modèles. Très bien. Ensuite, pour calculer les pondérations via la régression logistique, j'ai un deuxième échantillon de validation, par exemple, sur lequel je vais calculer les pondérations. Et ensuite, pour évaluer les performances, j'ai un échantillon test. Mais ça, c'est dans les TD qu'on a ça. Dans la vie réelle, on n'a pas autant de données. On est bien d'accord là-dessus. Donc, gaspiller les données encore pour la validation, pour calculer les pondérations, c'est gaspiller les données. C'est pour ça, et c'est là que je trouve génial, Emily Extend, c'est que je me suis rendu compte qu'il propose une stratégie basée sur la validation croisée. C'est-à-dire que les pondérations sont calculées sur les prédictions en validation croisée. Et du coup, il n'y a pas de surapprentissage, hein. Du coup, les modèles qui font surapprentissage ne sont pas favorisés, hein. D'ailleurs, ils sont même pénalisés, en fait. Voilà.
c'est ça que j'ai trouvé intéressant ici. Ça, je l'ai rarement vu ailleurs. Ça, je l'ai rarement vu ailleurs, hein. Il utilise bien la validation croisée, donc on n'a pas besoin d'avoir plein de données, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Non, on a le train. Le même train permet de créer les modèles de base, les modèles sous-jacents, et le même échantillon train, via la validation croisée, va permettre de calculer les pondérations les plus efficaces possibles. Et ensuite, on verra si ça apprend, si on gagne sur le test. Et ben, vous avez des explications là, mais je trouve ça vraiment intéressant, hein. Vous avez même ici le pseudocode là, hein, voilà, qui explique comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est ça, c'est que pour calculer les pondérations, il utilise les parties, hein, de la validation, les folds, hein, mis à part de la validation croisée. C'est ça l'idée, hein. Et du coup, on n'a pas de phénomène de surapprentissage. Regardez bien, lisez la doc. Lisez la doc. Là, pour le coup, il y a quelques librairies qui ont des docs vraiment intéressantes, et là, je vous conseille. Je vous conseille. Bon, ben, Zou alors, allons-y. Donc, ici, le, le classifieur combiné, hein, qui va faire la combinaison, c'est une régression logistique. Pourquoi? Parce que du coup, on va pouvoir visualiser les poids. C'est ça, hein. C'est les coefficients du modèle, en fait, les pondérations des classifieurs. Très bien. Donc, voilà. Donc, j'instancie le classifieur de combinaison, si vous voulez, une régression logistique. Et là, j'instancie le stacking CV classifier. Alors, qu'est-ce qu'on va combiner? On va combiner le naive Bayes avec le plus proche voisin. Premier point. Deuxième point, on veut utiliser les probas d'appartenance aux classes, hein, pour calculer les pondérations, et non pas les affectations. J'ai expliqué pourquoi. Parce que dans les affectations, on peut masquer des situations différentes. Dans certains cas, l'affectation est basée sur une proba de 0,51. Et dans d'autres cas, elle est basée sur une proba de 0,99. Et c'est pas la même chose. Donc, on a tout intérêt à utiliser les probas ici. Voilà. Ensuite, le métaclassifieur, c'est la régression logistique. Et on va utiliser la 5 cross-validation. Ça dépend des ressources de calcul, mais 5, ça le fait très bien. Et j'ai mis en DOMSTAT pour que ce soit reproductible. Voilà, donc j'instancie ici. Et quand j'ai lancé, ça a planté, figurez-vous. Pourquoi? Parce que dans la dernière version qui est là, voilà, la dernière version qui est là, très bien, qui est là, la 0.23.4, 0.23.4, il y a un problème de conflit avec NumPy. Du coup, il y a deux solutions possibles. Soit vous downgradez pour NumPy en dessous de 2.0, voilà. Soit vous modifiez MLXtend et ils expliquent ça. Bon, ça va être corrigé parce que là, c'est sur le site officiel, là. Hein, hop, hop, ils expliquent le mécanisme, hein. Ils expliquent l'idée, qu'est-ce qui s'est passé et comment le corriger. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai repris exactement ça, hein, c'est celui-là, hein. Voilà. C'est ce que j'ai obtenu comme erreur, hein, du 11 décembre 2024. Donc, c'est récent, hein, bien sûr. Bah oui, voilà. Et, ah non, c'est pas NumPy le problème. C'était NumPy le problème. Voilà. Très bien. Et là, il parle de scikit-learn, mais je pense plutôt que c'est NumPy le problème. Voilà. Et une fois qu'on a vu ça, voilà, une fois que vous corrigez ça, bah, ça marche très bien. Bah, lisez attentivement. Lisez attentivement, hein. Là, il parle de scikit-learn, très bien. Ah, ok. Ah, c'est scikit-learn plutôt, en fait, hein. Très bien. Donc là, il faut que je corrige ça. Voilà. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette solution-là. J'ai corrigé. Je suis allé tout simplement dans là où sont les packages, le code source des packages, et j'ai modifié le code source. Ensuite, j'ai rechargé l'environnement dans VS Code. Donc là, c'est plutôt, voilà, à downgrader, voilà, et vous avez le lien qui est là. Donc, une fois que j'ai corrigé ça, hop, ça a bien marché. Vous avez vu, hein? On a bien un stacking CV classifier avec un métaclassifier qui est régression logistique. Et en dessous, hein, en dessous, si je clique là, ça donne quoi? Bon, ça donne rien. Si en dessous, vous avez les deux classifieurs, le naive Bayes qui est là et le plus proche voisin. Alors, je me suis dit, mais du coup, si c'est une régression logistique et que les coefficients sont des pondérations, je peux voir ces pondérations-là. Bah, du coup, bah, j'ai affiché ici. Donc, j'ai pris l'objet que j'ai créé là, hein, que j'ai instancié, que j'ai appris, que j'ai entraîné ici. Voilà. Et dans MetaClassifier, qui est une des propriétés de l'objet, j'ai récupéré les coefficients. Voilà. Hum. Et on a là. Alors, il y a quatre valeurs. Pourquoi? Parce que la première valeur, c'est la proba d'être no, hein, de naive Bayes. La deuxième, c'est la proba d'être yes de naive Bayes. Là, c'est la proba d'être no du plus proche voisin, et là, c'est la probabilité d'être yes du plus proche voisin. Dans un cas de binaire, on n'a pas besoin de temps. On ne pouvait que se concentrer sur la probabilité d'être yes. Mais bon, lui, il sait pas ça. Donc, il a lancé, et voilà. Très bien. OK.
Et on voit également que les pondérations, là, bah, si ça converge bien, on devrait avoir les mêmes valeurs ici, hein. Et on voit que surtout que le deuxième classifieur est deux fois plus important. Le plus proche voisin a un poids deux fois plus important que le naive Bayes dans la combinaison. Presque deux fois. 1,8 à peu près. On est d'accord là-dessus, hein. Très bien. Donc ça, c'est important, ça, hein. Donc la combinaison optimale, c'est donner deux fois plus d'importance au plus proche voisin par rapport au naive Bayes. Voilà ce qui est dit, c'est réinvente rien, hein. C'est ce qu'a utilisé le stacking ici. Alors bon, comme c'est une régression logistique, forcément une intercept, mais ici l'intercept n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt pour nous. Voilà. Ce qui est important, c'est ces deux paires de valeurs-là. Dans le métaclassifieur, il donne deux fois plus d'importance. Il fait un vote pondéré en donnant deux fois plus d'importance au plus proche voisin par rapport au naive Bayes. Bon, est-ce que vraiment c'est concluant? J'ai fait la prédiction, donc le modèle stacké, là, je l'ai fait la prédiction sur l'échantillon test. Voilà. Et j'ai une accuracy de 0,8782. Voilà. Rappelons l'intervalle de confiance du plus proche voisin seul. Voilà, sur l'échantillon test. Ça, c'est la valeur ponctuelle. Et là, vous avez l'intervalle de confiance. Et on voit que il est au-delà de la borne haute de l'intervalle de confiance. Donc la combinaison semble amener une information pertinente supplémentaire, en donnant deux fois plus d'importance, presque deux fois plus d'importance au plus proche voisin par rapport au naive Bayes. Mais là, c'est la combinaison, hein, qui a emporté la décision ici. Parce qu'il est meilleur. On a la valeur qui est en dehors de l'intervalle de confiance. Alors bon, l'écart est quand même minime, on est bien d'accord là-dessus. Et c'est d'un chouïa, hein. Si je prends l'intervalle de confiance à 95, il est dedans. On est d'accord, hein. Très bien. Mais l'idée, c'est ça. C'est de montrer déjà, un, l'idée du stacking, et deux, l'idée également, c'est que quand on calcule les accuracies, il faut s'intéresser aux intervalles de confiance, hein, parce que les valeurs en elles-mêmes, les valeurs ponctuelles, c'est une estimation, encore une fois. Mais bon, voilà ce que je voulais dire. Donc, regardez bien cette idée de stacking, là, hein. Ces deux pages-là sont intéressantes. Alors, le stacking de base en lui-même, c'est pour comprendre le mécanisme, mais en réalité, je conseille de regarder le stacking CV là, parce qu'en réalité, ça vous donne vraiment, hein, euh, la procédure qui est utilisée, qui évite, hein, le surapprentissage des poids, hein, dans le processus de combinaison des modèles. Voilà. Mais excellent travail à tous.